Public Sénat, avec le soutien de la Mutuelle nationale territoriale, la Mutuelle des agents des services publics locaux et Adviso Partners, cession, acquisition et transmission d'entreprises, nos territoires ont de la valeur, vous présente le Journal des territoires. Bonjour à tous et bienvenue ce matin dans notre édition en deux parties avec le JT des territoires dans un instant que je vais vous présenter, puis Territoire d'info en direct sur ce plateau. L'invité politique ce matin de Territoire d'info, c'est Florian Philippot, tête de liste des Patriotes, c'est son parti politique aux élections européennes. Et puis ensuite, nous passerons dans un instant au JT des territoires. Je vous y retrouve après le petit jingle. À tout de suite. On commence ce JT des territoires avec des barrages hydrauliques qui produisent, vous le savez, chaque année 12,5% de l'électricité française. Une énergie entièrement renouvelable et produite par EDF. Mais depuis plusieurs mois, la Commission européenne souhaite que la gestion de ces ouvrages soit ouverte à la concurrence. Et l'arrivée potentielle de groupes privés à la tête de ces barrages est loin, très loin de faire l'unanimité. Yannick Jadot, tête de liste Europe Écologie Les Verts pour les Européennes, était hier en Maurienne pour affirmer son soutien aux opposants à ce projet controversé. C'est un reportage de 8 Mont-Blanc, nos partenaires. Le barrage du pont des Chèvres à Aurel en Maurienne. Voici un exemple d'ouvrage qui pourrait prochainement être privatisé, suivant une directive de la Commission européenne. Une décision qui ne passe pas chez les écologistes. Yannick Jadot l'a prouvé ce mardi. Le candidat, tête de liste Europe Écologie Les Verts pour les prochaines élections européennes, est venu sur place pour montrer sa ferme opposition à ce projet. Il faut que ça reste une tutelle publique. Vouloir, comme ce gouvernement et les précédents, confier ces barrages à des opérateurs privés, c'est à la fois remettre en cause notre perspective de transition énergétique, c'est remettre en cause la sécurité et c'est remettre en cause l'eau qui est le bien commun. Sur les quelques 450 barrages existants aujourd'hui en France, la gestion d'environ 150 d'entre eux pourrait donc être ouverte à la concurrence. Pour le député européen, il s'agit tout simplement d'une remise en cause du modèle et du savoir-faire français. On a une incroyable compétence en France sur les barrages hydroélectriques qui est reconnue internationalement. Nous voulons que ça soit une perspective de développement au service de l'intérêt général et pas la mise sous tutelle privée pour des intérêts privés. En Savoie-Mont-Blanc, plusieurs barrages hydrauliques sont concernés et au niveau local aussi, on goûte peu à ce projet qui va dans le mauvais sens avec les dérèglements climatiques à venir. L'eau, dont EDF gère 75% des stocks de surface, va être attaquée de plein fouet par la tragédie climatique en cours. Cette eau se partage avec plein d'autres acteurs, les agriculteurs, les centrales nucléaires qu'il faut refroidir, les touristes qui ont besoin de lacs pleins. Et la tragédie climatique en cours va sur les 20, 30 années, 40 années à venir, qui est la période des prochaines concessions à contractualiser avec d'éventuels privés. Il y a 2 semaines, 107 députés de tous bords politiques avaient publiquement interpellé le gouvernement à ce sujet. Preuve que l'on n'a certainement pas fini d'entendre parler de cette problématique. Sujet majeur dans les territoires, lutter contre les déserts médicaux. Désormais, les maires à la recherche de médecins vont pouvoir le signaler à la fac de médecine de Brest en tout cas. L'université a ouvert un numéro exclusivement dédié aux élus. Ces besoins spécifiques serviront aux étudiants en médecine qui pourront connaître en temps réel les besoins de ce territoire. Un reportage de Julie Sicot de TBO, la chaîne du groupe Le Télégramme, notre partenaire. Des habitants et des élus prêts à tout pour trouver des médecins. Des images qui font régulièrement la une des journaux. Et pourtant, cette problématique avait peu atteint les bancs de la fac de médecine de Brest. On a des fois des affiches en fait, qui sont à côté de la machine à café. Telle commune recherche désespérément 3 médecins. Et ça fait des années en fait, que l'affiche est là, parce qu'il n'y a pas eu cet effort d'intégration et de la faculté, et de l'ARS, et des territoires de travailler ensemble pour proposer quelque chose en anticipation qui soit intéressant pour tout le monde en fait. Depuis début janvier, les signaux des maires devraient plus facilement arriver aux oreilles des futurs médecins. Pour la première fois, une faculté a mis en place un numéro pour recueillir les besoins en praticiens des édiles. Quand on sait qu'un étudiant sur 2 deviendra médecin généraliste, le vivier de la fac paraît important. Un étudiant qui va être formé à la faculté de Brest va être à plus de 50%, va rester sur le territoire. Donc l'idée que sous-tend en fait ce secrétariat, c'est de récolter les besoins en territoire, de développer la maîtrise de stage universitaire sur les territoires pour faire connaître les atouts, l'attractivité de telle ou telle région. Un guichet qui concerne les communes du Finistère et des
des Côtes-d'Armor. La question de la désertification médicale reste une préoccupation importante en France et en Bretagne. Selon les chiffres de l'ARS, la région compte 322 médecins pour 100 000 habitants, une densité en dessous de la moyenne nationale. Ce n'est pas un problème de démographie au sens de nombre de médecins. C'est un problème de la profession des médecins, comment elle évolue. Il n'y aura plus un médecin isolé dans chacun des villages de France. Mais il faut trouver des moyens à la fois pour qu'ils puissent se regrouper en exercice et qu'ils soient responsables d'un territoire. La faculté de Brest a déjà reçu des appels, dont un venant du pays de Guingamp. Les maires peuvent joindre l'université au 02 98 01 64 45. Voilà, elles sont un véritable service public nécessaire, petite mais vitale. Un collectif de défense du rail a manifesté sur le parvis de la gare à Épinal pour la défense des petites lignes vosgiennes. Ses membres demandent la tenue d'un grand débat vosgien sur le sujet. Un reportage de Via Vosges, nos partenaires. La sauvegarde des petites lignes de train, c'est l'une des principales préoccupations des Français rappelées lors du grand débat national. Un an après sa première action, l'association vosgienne de défense du rail s'est mue en un collectif regroupant une douzaine d'associations. Une soixantaine de personnes a manifesté sur le parvis de la gare à Épinal. Élus, militants CGT, cheminots, usagers du rail, leurs inquiétudes n'ont pas changé. Refus de l'ouverture à la concurrence, défense des petites lignes, égalité d'accès au transport et pour tout mettre à plat sur la table, la mise en place d'un grand débat public. Aujourd'hui, on est quand même dans un contexte donc du développement du ferroviaire, la problématique des zones rurales, des villes moyennes. On est dans un contexte aussi d'ouverture à la concurrence du système ferroviaire, de remise en question de l'entreprise publique SNCF. Voilà, donc tous ces sujets seront mis sur la table. Nombreuses sont les liaisons et les gares concernées, exemple ici avec la ligne Épinal-Strasbourg dont la partie vosgienne qui passe par Bruyères et va jusque Saint-Dié a été remplacée par des bus. Si le train ne repart pas, mais on espère aujourd'hui qu'il va pouvoir repartir, ça pourrait être une catastrophe pour Bruyères. Et puis c'est aussi, il faut penser aussi que Bruyères est une ville où il y a beaucoup d'enfants, les collèges, l'institution Jeanne d'Arc, le lycée, et que ça pourrait être quand même un plus par rapport au déplacement dans la vallée qui a beaucoup souffert ces derniers temps. C'est une ligne qui ferait Épinal, Bruyères, Saint-Dié, Strasbourg, c'est-à-dire véritablement un lien organique entre Épinal et puis la capitale régionale de la grande région. Quid également de la ligne 14 Nancy-Méret qui pourrait basculer dans le giron privé. La date de sa réouverture, si elle doit avoir lieu, est à ce jour impossible à déterminer. On pourrait encore évoquer la liaison entre Laveline devant Bruyères et Gérardmer, suspendue il y a un peu plus de 30 ans, mais ses défenseurs n'en démordent pas. De tout cela, il sera bien évidemment question lors d'une entrevue du collectif avec le préfet. Direction l'Île-de-France maintenant, une enveloppe de 150 millions d'euros sera consacrée cette année au budget d'un nouveau fonds qui devrait permettre aux départements franciliens de financer plus facilement leurs projets. Olivier Zanetta nous en dit plus pour Via Grand Paris. Il l'avait annoncé voici un an au Salon des maires. Les présidents des départements d'Île-de-France allaient se serrer les coudes pour s'aider à financer leurs projets. C'est maintenant fait, ils débloquent 150 millions d'euros. Une bonne nouvelle pour le président de Seine-et-Marne qui pourra ainsi financer plus facilement ses projets. Son département est confronté chaque année à une arrivée de 13 000 nouveaux habitants. Nous accueillons beaucoup de population et cette population vient essentiellement des autres départements franciliens. Donc cette solidarité entre départements d'abord est compréhensible et elle va nous permettre d'encore mieux accueillir ces personnes qui viennent des autres départements. Ces 150 millions financeront en 2019 une quarantaine de projets, notamment dans l'éducation. Vous avez des projets de mobilité, vous avez des projets qui concernent l'éducation. On a en Île-de-France et en Grande Couronne une augmentation de population très importante et donc on a besoin de construire des collèges. Donc on a décidé par exemple que les collèges qui sont en zone prioritaire en politique de la ville, en REP, seraient favorisés par le projet interdépartemental. C'est l'avenir de nos franciliens. Les départements les plus riches financeront les projets des départements les plus pauvres. La Seine-Saint-Denis percevra ainsi 40 millions d'euros, 30% du fonds d'investissement.
L'Île-de-France qui est caractérisée à la fois par de grandes richesses mais aussi par de profondes inégalités. Un des principes fondateurs de ce fonds de solidarité interdépartementale, c'était la redistribution des territoires les plus riches vers les territoires les plus pauvres. Ce fonds va permettre d'accélérer la réalisation de projets. Seront accompagnés les dossiers en matière de solidarité, d'éducation, de mobilité, de patrimoine, d'environnement, de rénovation urbaine et même des projets concernant les Jeux Olympiques. On se rend en Occitanie maintenant. Elles sont la star de vos marchés, la gariguette et la sifflorette. Vous les connaissez? Ce sont deux variétés de fraises cultivées en pleine terre, sous abri et très prisées pour leur qualité et leur saveur gustative. Malheureusement, ce succès n'est pas forcément un grand succès. Les producteurs des Costières de Nîmes ont travaillé en début d'année à une appellation protégée fraises de Nîmes. Aujourd'hui, sur la trentaine d'arboriculteurs producteurs de ces fraises, il ne reste plus que 3 producteurs gardois qui ne peuvent plus utiliser cette appellation fraises de Nîmes. En cause, une réglementation beaucoup trop stricte selon eux, à laquelle les crises arboricoles de 2009 et 2011 n'ont rien arrangé. Ils critiquent le nombre de contraintes administratives. Christophe Chez pour Via Occitanie nous les décrit. Regardez. En Costières de Nîmes, on cultive depuis une trentaine d'années la gariguette et la sifflorette en pleine terre. 2 variétés de fraises particulièrement goûteuses que des producteurs gardois ont voulu sanctuariser au sein d'une association afin d'obtenir une IGP fraises de Nîmes. L'IGP a mis pas mal de temps à arriver et entre-temps, pas mal de producteurs de fraises en pleine terre ont disparu. Et au moment où l'IGP est arrivé, une bonne trentaine de producteurs à l'origine de l'association, on n'était plus que 5. 5 producteurs jusqu'à 3 aujourd'hui. Un nombre dérisoire pour espérer amortir les contraintes administratives d'une indication géographique protégée comme celle dont bénéficient les 200 producteurs de la fraise du Périgord. On subit aujourd'hui des cahiers des charges de plus en plus lourds et des réglementations de plus en plus lourdes qui font que les gens se découragent aussi, quoi. Un découragement que l'organisme certificateur nuance du fait de la chute du nombre de producteurs dans un secteur arboricole en crise. À mon avis, les contraintes résultent sans doute davantage de la taille du collectif qui a beaucoup diminué et qui donc la répartition des charges de suivi, d'animation et de contrôle repose est maintenant sans doute insuffisante. Donc c'est en redynamisant, on va dire, la production et le nombre de producteurs engagés dans cette démarche-là que le dispositif pourrait être à nouveau opérationnel. Mais avec ou sans IGP, la qualité est au rendez-vous. Les consommateurs ne s'y trompent pas. Habituellement, je vends à peu près 2 cartons de Cléry pour 1 de gariguette. Là, aujourd'hui, c'est le contraire. Vous voyez, les messieurs et dames que j'ai servis, ce sont des Américains. Ils reviennent chaque année. Il m'a dit, on n'a jamais mangé d'autres fraises aussi bonnes que celles-là. En annonçant une production annuelle de 150 tonnes, cette exploitation entend maintenir la renommée de l'autre or rouge des Costières. Voilà, dans un instant, c'est le JT des territoires, puis le club de la presse, Samuel Ribaud, Christophe Gauthier ce matin. À tout de suite. Voilà, on démarre avec la une du Télégramme, une belle photo, un joli sourire. Il a disparu, il s'agit de Jean-Pierre Mariel. Il a tiré sa révérence, grande figure du cinéma et du théâtre français. Il s'est éteint mercredi à l'âge de 87 ans, inoubliable dans les galettes de Pont-Aven ou encore dans tous les matins du monde. Jean-Pierre Mariel s'est éteint à l'âge de 87 ans des suites de la maladie d'Alzheimer. Pour Libération Champagne, c'est un grand oral pour convaincre. On y revient dans un instant dans le club de la presse avec mes invités. C'est ce soir qu'Emmanuel Macron annoncera les mesures prises à l'issue du grand débat avec lequel il espère relancer son quinquennat. Ce n'est pas gagné, on en parle dans un instant. Pour La Dépêche, c'est En Marche et RN au coude à coude à un mois du scrutin. Le sondage BVA La Dépêche analyse les intentions de vote aujourd'hui à la une donc, du grand quotidien d'Occitanie. Pour la presse de la Manche, c'est vaccin en progrès mais peut mieux faire à l'occasion de la semaine européenne de la vaccination. L'Agence régionale de santé de Normandie a publié des données par département jugées encourageantes. Les professionnels de santé en profitent pour rappeler l'importance de se faire vacciner. Enfin, pour les dernières nouvelles d'Alsace, regardez à gauche, le rock authentique perd une voix. Une autre disparition qu'on a appris hier, c'est celle de Dick Rivers, qui est mort le jour de ses 74 ans. Avec Eddie Mitchell et Johnny Hallyday, il avait introduit le rock en France. Les dernières nouvelles d'Alsace reviennent également sur la mort de Jean-Pierre Mariel, dont on parlait tout à l'heure. Voilà, dans un instant, c'est le club de la presse. Je vous y retrouve, à tout de suite.
Voilà, Club de la Presse avec Christophe Gauthier. Bonjour Christophe Gauthier, rédacteur en chef de VSD et éditorialiste à 100% Radio, une des grandes radios d'ailleurs, des Indes radios, notre Tout à fait, partenaire. une grande radio d'Occitanie. D'Occitanie, j'allais le dire. Voilà, et Samuel Ribaud de l'ALP, l'agence locale de presse qui travaille pour la presse quotidienne régionale. Merci messieurs d'être là ce matin. Grand débat national, retraite, temps de travail, démocratie. Emmanuel Macron doit trancher d'ailleurs ce soir. Conférence de presse, la terminologie de l'Élysée, c'est sur les conclusions du grand débat national. Alors, c'est un exercice inédit pour le chef de l'État, Samuel Ribaud, on commence par vous. Qu'est-ce que vous en attendez, vous ? Un balayage de tous ces sujets. Oui, alors on s'aperçoit qu'il a, mais encore, il a quand même pris soin, environnement, santé, ruralité, alors, tout. Il ne s'est pas plié à l'exercice de la conférence de presse parce qu'il souhaitait dépoussiérer, comme beaucoup de choses d'ailleurs, les pratiques qui avaient cours jusqu'alors. On s'aperçoit que finalement il est contraint d'y revenir. Je ne pense pas que ce soit un choix qui est fait de gaieté de cœur. Et il n'avait pas le fit avec les journalistes. Non, ça ne marchait pas trop. Il n'avait pas trop le contrôle sur les journalistes. Il n'avait pas la proximité qu'avait son prédécesseur. Et je crois qu'il était un peu vacciné aussi de toutes les erreurs commises par François Hollande, dont il avait été le spectateur et qui avaient abouti à tous les livres qu'on connaît, à toutes les indiscrétions qui avaient pu faire autant de mal au quinquennat précédent. Mais je précise quand même que d'après ce qu'on sait, il a pris soin de cadrer les choses. C'est-à-dire qu'il y aura un propos liminaire. Alors un propos liminaire avec Emmanuel Macron, ça peut durer un certain temps. Ce propos liminaire va contenir un certain nombre d'annonces qui fatalement vont différer de celles qui avaient fuité puisqu'il y a eu l'épisode Notre-Dame et qu'ils ont pu recadrer un petit peu ce qui avait été imaginé. La terminologie de l'Élysée, c'est propos liminaires pour l'acte 2 du quinquennat, exactement. Voilà, bon, alors il y a des actes tout le temps maintenant, il y en a les samedis, il y en a dans les quinquennats, donc acte 2, dont acte, j'ai envie de dire. Mais je ne sais pas du tout si la formule de la conférence de presse convaincra les premiers concernés, c'est-à-dire les électeurs, les citoyens. Ça va être un exercice qui va donner du grain à moudre aux rédactions, ça va être quelque chose qui va permettre d'entendre la parole présidentielle comme on ne l'avait pas entendu depuis 2 ans. Est-ce que maintenant c'est de nature à inverser la courbe sur laquelle est engagé le président de la République ? Ça, vraiment, j'en doute. Christophe Gauthier, c'est un exercice donc inédit pour Emmanuel Macron. Toutes les chaînes de télévision sont d'ailleurs en live, comme on dit, en direct, y compris France Télévisions, qui décalera ou supprimera ou décalera probablement son journal télévisé. Pourquoi on en attend tant ? La pression est tellement forte sur les épaules du président de la République, oui, la pression, que la suite du quinquennat pourrait en être vraiment, réellement affectée. Je pense qu'effectivement, la journée d'aujourd'hui va être déterminante pour la suite du quinquennat. Vous savez, d'abord, je pense que le président de la République est courageux. Il est courageux parce qu'il s'est confronté aux électeurs pendant ces débats, ces heures de débat. Il est courageux parce que... Vous voulez dire son Tour de France ? Oui, son Tour de France. Il est courageux, je pense, parce que se confronter à la presse, c'est un exercice qui est toujours difficile, qui redoute beaucoup. Mon confrère le disait, il est peu enclin à ça. Il a des rapports avec la presse, notamment écrits, qui sont difficiles. Il ne va pas être épargné ce soir, parce qu'on en attend beaucoup. Donc oui, c'est un exercice qui est extrêmement compliqué, un exercice de funambule, parce que j'ai l'impression que quelles que soient les annonces qui seront faites ce soir, ça ne sera jamais suffisant. Après, la question qu'il faut se poser, c'est à qui il s'adresse. Est-ce qu'il s'adresse à la presse ? Est-ce qu'il s'adresse aux journalistes ? Est-ce qu'il s'adresse à ses électeurs macroniens ou est-ce qu'il s'adresse aux électeurs en général et aux Français ? S'il s'adresse à la presse, très bien, la presse aura du grain à moudre pendant quelques heures, quelques jours, c'est parfait. Les macroniens, je pense qu'ils sont convaincus d'avance. Après, la vraie question, c'est qu'est-ce qu'on met sur la table pour calmer la colère sociale, pour calmer la frustration, pour calmer les attentes des Français, tout simplement. Il faudra expliquer aux gens que cette annonce devait avoir lieu le jour où Notre-Dame a brûlé, donc ça a été décalé. Et au départ, il y avait une intervention prévue à la télévision, donc face aux Français. Et ensuite, une conférence de presse prévue quelques heures après. Absolument, c'était le schéma qui avait été et alors, tout d'un coup, ils ont oublié à l'Élysée l'adresse aux Français d'abord et la pédagogie ensuite aux journalistes. Ils ont tout regroupé au fond dans une seule séquence. Alors, l'adresse aux Français, on peut considérer qu'elle a été faite, malgré tout, le lendemain de l'incendie de Notre-Dame, où il y a une allocution extrêmement brève, qui ne concernait que la cathédrale. Mais bon... Mais qui n'a pas été... très imprégnant. Enfin, je veux dire, vous vous rappelez... il était meilleur en direct quand il a visité le parvis le soir même. Je pense qu'il était effectivement meilleur. Pour autant, on peut dire qu'il s'est quand même adressé aux Français, en tout cas sur ce point précis. Ensuite,
les différents points ont fuité, c'est-à-dire que l'Élysée a savamment fait fuiter toutes les annonces potentielles et putatives du président de la République. Donc aujourd'hui, il est quasiment dans une impasse parce que ce qu'il devait annoncer, dont on pense qu'il ça aurait été dit, naturellement, il ne peut pas le dire ce soir. Il faut qu'il dise autre chose, il faut aller plus loin. Alors, on connaît les grands thèmes, pouvoir d'achat, retraite, démocratie, décentralisation, environnement, santé, ruralité, ça fait beaucoup, quoi. Il va falloir, ça peut s'étendre longtemps. J'ai vu que Daniel, comme m'a dit, disait, vous pouvez prendre des sandwichs, ça va durer vraiment longtemps, c'est sûr ça. Oui, alors on va aussi être confronté, et je rejoins ce qui vient d'être dit, à la question centrale qui est la question des moyens. Si vous voulez intervenir sur autant de domaines, si vous voulez vraiment donner une nouvelle tournure au quinquennat, plus rien ne sera jamais comme avant. Hein. C'est ce qu'on a laissé entendre à l'Élysée. Il faut des moyens pour ça. Et les moyens, on ne nous explique pas comment on va les dégager. Donc vous avez déjà lâché 10 milliards en décembre, ce qui est pas une paille. Il va falloir financer aujourd'hui de quoi révolutionner le quinquennat, de quoi calmer la fronde des Gilets jaunes, de quoi retrouver un électorat à l'aube des européennes et de quoi, il ne faut pas se le cacher aussi, partir sur une réélection qui finalement est quand même déjà dans toutes les têtes. Cette question-là n'est absolument pas tranchée. Donc, quelles que puissent être les annonces, elles n'auront pas l'impact attendu et surtout, les annonces je rappelle qui ont fuité, en plus. Les annonces qui ont fuité, mais même celles qui vont être, qui ont été conçues entre-temps. Et je rappelle que les gens qui sont là tous les samedis, même s'ils ne sont pas très nombreux, eux, ce qu'ils veulent, c'est pas du tout une indexation des petites retraites sur l'inflation ou que sais-je, c'est dégager Macron. Bon, il dégagera pas, on le sait, on l'a compris. Donc, il y a aussi cette frange extrémiste qui, même si elle n'est pas nombreuse, continue quand même à rythmer un petit peu la vie de la société française. Dont les Français, dans leur majorité, maintenant, veulent que ça s'arrête en même temps. Ils ont de la sympathie pour ce mouvement, mais ils veulent... Moi, je vous avoue que 60% des gens qui veulent que ça s'arrête, ça veut dire qu'il y a encore 40% de gens qui ont envie que les Gilets jaunes nous rythment tous nos samedis. Bon, ça fait quand même encore beaucoup. Hein. Baisse des impôts, réindexation des retraites, vous en parliez. On peut s'attendre à une focalisation sur ces sujets-là. La baisse des impôts, c'est vraiment... Pouvoir d'achat, voilà, c'est le nœud gordien, c'est pouvoir d'achat. C'est comment redonner du pouvoir d'achat aux gens qui en ont le plus besoin. Mais voilà, il n'y a pas de baguette magique. Et la réindexation des retraites, donc c'est pareil, ça concourt. Inférieur à 2 000 euros, c'est quoi? C'est aussi un électorat qui avait été. Qui se sentait un petit peu maltraité, qui s'était senti probablement plus ponctionné que les autres. Mais l'équation, elle est très très simple. Et c'est le grand paradoxe des Gilets jaunes, c'est plus d'un côté, plus de services publics et moins d'impôts. C'est rigoureusement impossible. On va revenir sur tous ces sujets-là après l'invité politique de tout à l'heure sur ce plateau qui est Florian Philippot, le tête de liste des Patriotes, c'est son parti politique aux élections européennes. On reviendra avec vous, messieurs, sur cette grande conférence de presse, grand exercice, il faut le dire, inédit pour le président de la République. Il ne l'avait jamais fait depuis qu'il est à l'Élysée. On va terminer avec des pages insolites absolument superbes dans VSD, qui est décidément très orienté territoire maintenant, chaque fois de grands sujets territoriaux. On peut voler avec des oies. C'est dans le Cantal, c'est pas aux États-Unis ou au fin du monde. C'est absolument extraordinaire ces photos. Et puis ce sont des défenseurs passionnés de ces oiseaux sauvages qui font profiter des lecteurs de VSD là, mais en l'occurrence, on peut y aller, vous et moi, voler avec des oies. Absolument. Incroyable. C'est exactement, en ULM. Ouais, en ULM, c'est exactement le type de sujet qu'on adore à VSD parce que il est au carrefour de plusieurs choses. Voilà un homme qui veut conjuguer sa passion pour le vol, l'ULM et d'autres engins volants, sa passion pour l'écologie parce que en fait, il a fait 5 fois le tour du monde quand même. En distance, oui, absolument, en ULM. Sa passion pour l'écologie parce qu'en fait, le projet initial, c'est sauver les oies sauvages qui migrent parce qu'il s'est aperçu que les oies qui nichaient dans la région, du côté d'Aurillac, vont l'hiver, l'été, du côté de la mer Noire, et en fait, elles sont la proie des chasseurs. Et donc, il s'est dit, il faut que je sauve les oies, il faut que j'arrive à modifier les trajectoires de migration. C'est un projet complètement dingue, mais il est réussi parce que l'éthologie l'a prouvé. En fait, les oiseaux, les volatiles s'adaptent très facilement à l'homme. Là, vous voyez par exemple derrière, il y a une photo où ils sont en couveuse. Comment on s'habitue à l'œuf? On met les œufs dans une couveuse. On habitue l'œuf. Ils adorent ces oiseaux, ces gens-là. Au bruit de l'ULM, par exemple. Donc avec la couveuse, il y a le bruit de l'ULM. Il y a l'odeur de Christian. Il s'appelle Christian Moulinck. Et puis lorsque les œufs sont éclos, la première figure qu'elle trouve, ces oies, c'est Christian, et donc elles le suivent comme une mère. Donc c'est pour ça qu'il arrive à les dompter et à les faire voler en formation.
Un chiffre qui fait peur, plus de 420 millions, c'est le nombre d'individus que l'Europe a perdu en 30 ans. Oui, absolument. 420 millions. Oui, pour essentiellement beaucoup de chasse, notamment dans les pays de l'Est, évidemment la pollution, et puis également les avions dont on parle rarement, mais il y a pas mal de volatiles qui chaque année sont pris dans les réacteurs d'avions. Les aéroports étant de plus en plus importants, de plus en plus grands, ça fait des victimes chaque année plus nombreuses. 6000 km ils parcourent, ces oiseaux. Oui, ils peuvent faire jusqu'à 6000 km et jusqu'à 780 km par jour, voler 12 heures d'affilée, sans se poser. Alors c'est une histoire incroyable qui sera bientôt racontée dans un film de Nicolas Vanier. Absolument. Nicolas Vanier, l'aventurier, l'amoureux de la nature, l'écologiste. Absolument. On a fait un livre et un film. Et en fait, le film, c'est l'histoire de Christian Moulenc. Donc nous sommes allés voir Christian Moulenc avec sa femme Paola. Ils sont dans le Cantal, dans la vallée d'Aurillac. C'est magnifique. Et en plus, il fait œuvre de salubrité publique parce qu'il propose des baptêmes pour ceux qui veulent et notamment pour les enfants handicapés. La petite Léna qui est en photo, absolument, avec une petite autiste, et paraît-il a apprécié ce vol. Ça a été paraît-il merveilleux parce qu'elle pouvait quasiment toucher les oies pendant qu'elle-même volait. C'est sublime. Embarquement immédiat, donc vol avec les oies, survoler le Cantal en ULM aux côtés de ces palmipèdes exceptionnels. Ce sont des oiseaux exceptionnels. Merci Christophe Gauthier. Vous restez avec nous, bien sûr, ainsi que Samuel Ribaud de la LP pour le débrief de l'actualité. Après notre invité politique tout à l'heure, Florian Philippot, tête de liste des Patriotes aux élections européennes. Ensemble, on va regarder la météo des territoires. Beaucoup d'entre vous sont en vacances. Elle est importante. La météo de Gilles Mourou. On la regarde ensemble. On se retrouve juste après. À tout de suite. La météo vous est présentée par l'Assemblée des départements de France. C'était la météo avec l'Assemblée des départements de France. Voilà, dans un instant, Florian Philippot, notre invité politique. On va se rendre du côté du reste du monde maintenant. Ce que vous devez retenir de cette actualité par notre partenaire TV5 Monde, c'est des images de Kim Jong-un en quête d'un appui stratégique en visite en Russie, que vous allez voir à l'instant pour rencontrer Vladimir Poutine. Le président nord-coréen cherche un soutien dans son bras de fer avec Washington sur le nucléaire, bien sûr. On regarde ensemble, on se retrouve après avec l'invité politique. À tout de suite. Public Sénat, avec le soutien de la Mutuelle nationale territoriale, la Mutuelle des agents des services publics locaux et Adviso Partners, cession, acquisition et transmission d'entreprises, nos territoires ont de la valeur, vous ont présenté le Journal des territoires. C'est à bord de son désormais célèbre train blindé que Kim Jong-un est arrivé en gare de Vladivostok. Le dirigeant nord-coréen a rendez-vous avec son homologue russe Vladimir Poutine. Ce sommet est une première pour les deux hommes qui ne se sont jamais rencontrés. Kim Jong-un espère obtenir de son voisin russe un soutien dans le dossier sur le nucléaire avec les États-Unis et sortir ainsi de son isolement diplomatique. Dans ce centre de santé de Mitundu au Malawi, ces mères et leurs enfants font la queue depuis hier. Depuis que le pays a lancé le premier test grandeur nature du vaccin expérimental contre la malaria, toutes les familles veulent en bénéficier. Le vaccin contre la malaria est belge, baptisé Mosquirix, une contraction entre moustique et Rixensart. Il est sorti des chaînes de production de GSK en Brabant wallon, l'aboutissement de 30 ans de recherche. L'élaboration du vaccin a coûté plus d'1 milliard d'euros. D'ici 2020, 360 000 enfants africains seront vaccinés. Un chapiteau monté, des dizaines de tentes plantées. L'esplanade des ministères à Brasilia prend petit à petit des allures de campement. Selon les organisateurs, ils sont près de 4000 indigènes de tout le pays à avoir fait le déplacement, bien décidés à faire valoir leurs droits.
Depuis le 1er janvier, le gouvernement attaque le peuple indigène, leurs droits, leur santé, leur éducation. Par exemple, dans les universités, il y a eu des coupes budgétaires. Des étudiants indigènes ne reçoivent plus leur bourse. Depuis son investiture, le président brésilien a déclaré vouloir ouvrir les terres indigènes à l'exploitation minière et à l'agro-business. Un immense pas en arrière selon les autochtones. Condamner le viol comme arme de guerre, ce devait être un sujet consensuel. Il n'en est rien. Par 13 voix pour et 2 abstentions, le texte sur les violences faites aux femmes a certes été largement approuvé par l'ONU, mais il se retrouve amputé de plusieurs de ses mesures fortes. La France s'indigne. Nous déplorons que des menaces de veto aient été agitées par des membres permanents de ce Conseil pour contester 25 ans d'acquis en faveur des droits des femmes dans des situations de conflit armé.